Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Imaginez que vous arriviez dans une entreprise, dans un département, dans une institution, et que la culture de l'organisation vous plaise qu'à moitié. Il y a des choses sympas, il y a des choses qui se passent bien, mais il y a des aspects de la culture qui sont peut-être trop traditionnels, un petit peu difficiles, qui ne favorisent pas, disons, l'émergence des nouvelles manières de gérer le personnel en particulier, les collaborateurs, les collaboratrices, qui n'aident pas franchement le recrutement. Bon, imaginez que l'entreprise ou l'organisation soit un petit peu fonctionne à l'ancienne, pour prendre un exemple. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, un article récent, 2023, novembre 2023 même, dans American Psychologist, nous montre que nous pouvons utiliser 7 principes de psychologie sociale pour favoriser ce qu'ils appellent un changement de culture intentionnel. Alors peut-être une petite note, la psychologie sociale, c'est donc une discipline de la psychologie, mais qui s'intéresse pas uniquement à l'intérieur, disons, de la personne et de son fonctionnement, mais comment ce fonctionnement change ou interagit avec le fonctionnement des autres personnes. Par exemple, tout ce qui est biais cognitif, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces choses-là, eh bien c'est de la psychologie sociale. Biais de confirmation, etc., etc. Tout ça, ça vient de la psychologie sociale. On est vraiment dans la psychologie de l'interaction, on pourrait presque l'appeler comme ça. Je ne sais pas si les spécialistes seraient d'accord avec moi, mais entre nous, on va dire que c'est la psychologie des interactions. Alors évidemment, vous voyez le lien avec la culture d'entreprise, la culture organisationnelle. Dans la culture, on est dans l'interaction permanente. Avec le passé de l'entreprise, avec les gens maintenant, avec les clients, etc., etc. Donc, 7 principes de psychologie sociale pour un changement de culture intentionnelle. Intentionnel dans le sens où vous êtes à la tête de et vous vous dites ah ça il faut vraiment que je le change, ça ne va pas, je ne peux pas simplement décréter du jour au lendemain que maintenant dorénavant c'est comme ça. Alors il y a certains dirigeants, dirigeantes qui passent ou qui sont passés par le changement de RP, Enterprise Resource Planning, logiciel de gestion de l'entreprise, pour faire ce changement culturel. Pourquoi ? Parce que quand on met en place de tels logiciels, on change les processus de l'entreprise. Et comme on change les processus de l'entreprise, bien, on peut imaginer qu'on va changer la culture de l'entreprise. Donc si on imagine un nouveau directeur qui arrive dans une entreprise qui fonctionne un petit peu à l'ancienne, avec plein de petits logiciels partout, avec plein de personnes qui travaillent de manière très très indépendante et très autonome, mais pas du tout coordonnée, eh bien, on peut s'imaginer que l'ERP ferait le travail. Alors oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est que le logiciel n'est jamais la solution. Le logiciel peut, concrétiser une solution. Ça veut dire que ça peut faire... définir un processus ne va pas changer les gens. C'est d'abord en changeant les gens, et ensuite le processus fonctionnera. Et donc, c'est pour ça que je trouvais cette dynamique de la psychologie sociale intéressante. Il y a 7 principes, ils sont pas hyper compliqué, mais je pense que si vous êtes dans cette dynamique de changement intentionnel, alors peut-être que de prendre ces 7 principes en compte favorisera le dit changement. Alors on va les voir les uns après les autres, et puis je ferai pour chacun d'eux un petit commentaire d'expérience personnelle. Alors premier principe, les gens sont à la fois façonnés par leur culture et façonnent leur culture, ce qui leur permet d'être des agents du changement culturel. On a, je dirais, presque dans l'histoire des sciences humaines, il y a 2 tendances. Il y a la tendance qui consiste, la tendance un peu psychologisante ou psychanalysante, qui consiste à dire que c'est la personne qui change son environnement. Tout se passe à l'intérieur. Et puis l'autre, à l'opposé, évidemment, vous la voyez venir, c'est la culture de l'entreprise qui façonne complètement la personne. En psychologie sociale, on est convaincu et on démontre assez facilement qu'il y a évidemment interaction entre ces 2 forces-là. Et que les gens sont à la fois façonnés par la culture, mais ils la façonnent aussi. C'est un processus dynamique de boucle de rétroaction. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la culture peut changer de temps en temps, de manière très forte. Alors, il y a beaucoup de barrières au changement culturel, mais si on s'y prend bien, on peut y arriver
je dirais avec assez peu de moyens finalement. Donc, l'idée du façonnage rétroactif, ça veut dire je façonne mon environnement et mon environnement me façonne, fait qu'évidemment, chaque personne peut être un agent du changement culturel. Donc ça nous dit déjà, si je veux changer la culture de l'organisation, je ne pourrai pas le faire dans le vide. Je ne pourrai pas le faire en envoyant le comité de direction ouvert pendant 4 jours, définir la stratégie, la culture de l'entreprise, revenir avec l'étape de la loi comme Moïse descendant de sa colline, et puis voilà, on a fait notre projet de changement culturel, maintenant les gens sont priés de s'y conformer. Ça marche malheureusement pas comme ça. Donc on va devoir impliquer un certain nombre de personnes. Je l'ai vécu moi il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, et c'était tôt à l'époque, grâce à mon chef qui avait perçu que le changement culturel allait devoir être nécessaire pour l'entreprise pour laquelle on travaille tous les deux, et donc il a mis sur pied. J'ai participé à la marge, mais il a mis sur pied un programme de changement culturel et de dynamisme et de rencontres des cadres avec des workshops, etc. Et donc, c'était mon premier changement culturel vécu. Et donc, s'il y avait vraiment cette idée de chaque personne doit pouvoir être un agent du changement culturel. Deuxième principe, il est essentiel d'identifier, de cartographier, d'analyser et d'évaluer les niveaux clés de la culture pour créer un changement efficace. On est obligé de passer par l'inventaire, pour le mettre en termes très concrets. C'est quoi notre culture d'entreprise aujourd'hui, maintenant, et pas celle qu'il y a sur les murs, pas celle qu'il y a sur le site internet, celle qui est à la tête des gens. Et c'est pas facile, parce que beaucoup de changements culturels, et ça on le sait depuis Edgar Schein, il y a beaucoup de déterminants de la culture qui sont inconscients. Les gens vous le diront ici, chez nous on fait comme ça. Ici ça se fait comme ça. Ça c'est vraiment, on est dans le centre de la culture. Et donc, avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut commencer par cartographier, par analyser, par faire l'état des lieux. D'ailleurs ils ont dit cartographier, ça peut donner une espèce de carte, une map, quelque chose d'assez concret, avec différentes dimensions. Il y a plusieurs modèles qui permettent de faire ça. Donc il faut commencer par identifier quelle est la culture de l'entreprise pour pouvoir ensuite agir dessus. Il y a une des entreprises pour laquelle on a travaillé, pour laquelle on a fait ça. Et en fait, on s'est aperçu en faisant la cartographie que ils avaient une belle culture. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas une culture qui était très positive, vécue de manière très positive par les collaborateurs et les collaboratrices. Et c'est ce qui les a aussi poussés à ne pas, à ne pas avoir une dynamique de croissance externe trop agressive vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Et d'ailleurs, ils ont créé une structure supérieure pour pouvoir intégrer les petites sociétés sans les intégrer dans la société originale, parce qu'il y avait ce risque de casser, d'effriter cette très belle culture qu'il y avait déjà dans leur entreprise initiale. Troisième principe, le changement de culture s'opère à la fois par des approches descendantes et ascendantes et est plus efficace lorsque les différents niveaux sont alignés. À nouveau, ça simplifie pas les choses. Vous avez les fans de l'approche descendante, on envoie le codir 4 jours au vert, et puis il y a les fans du tout démocratique qui vous disent il faut absolument faire d'énormes workshops où on prend tout le monde et puis on discute pendant des jours, et puis oui, mais il faut faire les deux. Parce que on ne peut pas demander aux collaborateurs, aux collaboratrices d'avoir le niveau de vol suffisant pour pouvoir voir plus loin et voir quels sont les éléments essentiels du futur de la culture de l'entreprise. Bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des choses à dire là-dessus, mais il faut reconnaître que dans une entreprise, tous les collaborateurs et les collaboratrices ne sont pas nécessairement intéressés ou n'ont pas l'habitude de discuter ce genre de processus-là. Donc il faut une approche descendante et une approche ascendante qui se croisent et qui se rencontrent, alors qu'ils se rencontrent souvent au niveau du management intermédiaire, qui joue de nouveau un rôle absolument essentiel. Et il faut que ces niveaux soient alignés. En fait, c'est là où le workshop, le Large Group Intervention, il y a un article sur le blog qui parle de ces dynamiques de groupe, on peut avoir 100, 2, 3, 4, 500 personnes dans un workshop, pour que ces niveaux soient alignés. Le niveau du haut, avec l'approche descendante, et puis le niveau du bas avec l'approche ascendante, pour que une espèce de cohérence qui se dégage dans l'organisation.
Quatrième principe, l'exploitation des valeurs fondamentales d'une culture peut faciliter le changement culturel. Il est généralement plus difficile de remettre en question les préjugés et les défauts enracinés. Ce qu'ils appellent ici les préjugés et les défauts enracinés, c'est ce que Edgar Schein appelle il les appelle pas les valeurs enfouies, c'est moi qui les appelle comme ça, mais ce sont ces principes de culture non dits, non explicites, qu'on essaie d'expliciter d'ailleurs avec le deuxième point. Mais si on veut changer la dynamique de l'entreprise, si on veut changer les principes de fonctionnement de l'organisation, il faut se baser sur qui on est aujourd'hui. On peut simplement pas... on avait vu ça dans un article McKinsey, il faut respecter le passé. On peut pas simplement dire non mais avant, de toute façon vous étiez une bande de X, et donc maintenant il faut qu'on fasse autre chose. On peut pas... Le changement serait trop violent. Et en fait, le corps social, mais le corps presque dans le sens biologique du terme, refuserait la greffe. Très très nettement et très facilement. Donc, il faut se baser sur qui on est aujourd'hui pour pivoter sur qui on peut être demain. Cinquième principe, le changement de culture implique généralement des luttes de pouvoir et de menaces sur l'identité, la résistance étant un élément normal du processus. Vous n'aurez jamais de changement de culture sans résistance et sans personnes qui vont vouloir se battre contre. Parce que lutte de pouvoir, mais pas que, parce qu'il y a aussi des gens qui sont simplement pas confortables avec le changement. Parce que aujourd'hui, mon fonctionnement correspond à un besoin de l'entreprise, demain les besoins de l'entreprise changent, on peut identifier ces changements-là avec un changement de culture, on peut dire maintenant il faut qu'on ait une culture plus ouverte par exemple, moins dans le secret, moins dans la confidentialité. Eh bien il y a des gens pour lesquels la confidentialité c'est un avantage concurrentiel au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui leur est cher, c'est une valeur qu'ils aiment. Donc si vous leur dites demain non mais tout ça faut changer, ça peut être compliqué. Donc il va y avoir des luttes de pouvoir, y compris au sein de la direction, il va y avoir des menaces sur comment les gens se sentent, il va y avoir la résistance, et donc ça fait partie du processus de gérer cette résistance. Si vous êtes dans un processus de changement qui a la résistance, c'est normal. Sixième principe, les cultures interagissent entre elles et les changements au sein de l'une d'entre elles peuvent entraîner des réactions négatives, des résistances et des affrontements dans les autres. On a parlé pour l'instant de la culture au singulier, mais en fait il est évident qu'il y a des cultures. Alors surtout si les entreprises sont grandes. Dans une PME, on peut imaginer qu'il n'y a qu'une culture, mais en fait c'est même pas vrai. Imaginez par exemple la culture de prod d'un côté, puis la culture, entre guillemets, des bureaux de l'autre. Ce sont des cultures qui sont différentes, parce que les outils sont différents, parce que les gens sont différents, ils ont des formations différentes, des vues sur la vie qui sont différentes. Donc, vous aurez des espèces de, en français on dirait des sous-cultures, par exemple par département, ou par bâtiment. On peut imaginer qu'il y a un bâtiment dans le haut du village, et puis un bâtiment dans le bas du village. Vous aurez des cultures qui seront légèrement différentes. Et donc, elles interagissent entre elles, et d'ailleurs, les changements dans l'une peuvent provoquer des bons ou de mauvais changements dans l'autre. Et donc, il va y avoir un petit peu de stratégie et de tactique pour savoir par où on passe et comment est-ce qu'on va faire. Septième principe, le moment du changement est crucial, tout comme le fait que l'organisation soit prête à être changée. Ça, c'est le point qui est pas facile. Le moment du changement est crucial. Pourquoi ça a fonctionné l'entreprise là, dans laquelle je vous donnais l'exemple il y a une vingtaine d'années? C'est parce que le marché était en changement, c'est parce que le groupe auquel appartenait l'entreprise était aussi en mutation. Le métier des gens qui utilisaient les produits qu'on vendait était aussi en train de changer. Et donc, le moment était le bon. Les gens, la force de vente en particulier, c'était une organisation très orientée vente marketing, sentait qu'il y a quelque chose qui allait se passer, et donc il y avait une grosse activité marketing dans l'entreprise. Donc tous ces gens-là ont dit maintenant il faut qu'on fasse quelque chose en interne. Et donc c'est ce qui a fait aussi que le département des ressources humaines a pu se lancer dans ce projet et qu'il a eu le soutien de la direction en général. Donc le moment du changement est crucial, tout comme le fait que l'organisation soit prête à être changée. Il y a des manières de favoriser la prise de conscience. Et ça, c'est un travail de management, c'est un travail de direction, en fournissant des chiffres, en fournissant des exemples, pour que les gens prennent conscience que oui, je vais devoir faire un peu d'effort, je vais devoir mettre un peu du mien pour favoriser un changement qui sera bénéfique à tout le monde, y compris à moi. Alors là, on entre dans la dynamique du changement qu'on a vu par ailleurs, dans d'autres épisodes du podcast, mais il est important que les gens dans leur tête commencent à se dire qu'il est peut-être nécessaire que. Et donc, avant, je dirais, la partie dure du processus de changement, du projet de changement,
il y a une partie de ce qu'on a appelé par ailleurs la change readiness, comment avoir été prêt, comment être prêt au changement. Pour simplement que les gens puissent se dire, oui, maintenant je dois faire l'effort, maintenant je peux faire l'effort. Donc voilà les 7 principes, je vous les récapitule. Le premier, les gens se façonnent et façonnent la culture. Le deuxième, il faut absolument commencer par identifier quelle est la culture organisationnelle. Troisième principe, approche descendante et ascendante mélangée. Quatrième principe, il faut exploiter qui on est aujourd'hui pour pouvoir pivoter sur qui on veut être demain. Cinquième principe, il y aura de la résistance, il y aura des luttes de pouvoir, c'est normal. Sixième principe, il y a des sous-cultures qui vont interagir au sein de votre entreprise. Et puis septième principe, il faut choisir le moment de manière intuitive d'un côté, mais aussi raisonnable de l'autre, pour que le changement se passe bien. Voilà, 7 principes de psychologie sociale pour un changement de culture intentionnelle. Alors on me dirait, mais ça me dit pas comment faire. Ben non, parce que ça va dépendre de qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Et donc, vous savez à qui vous adresser, info@coapta.ch. Si vous avez ce genre d'intention de changement de culture, on peut en discuter. À la semaine prochaine. Ciao.